une contribution à la paix dans le monde. C'est peut-être un terme un peu vaste, mais en tout cas permettre certaines négociations particulières sur des situations de conflit spécifiques et mettre à disposition nos ressources, nos capacités, nos compétences pour soutenir ces différentes initiatives de paix. J'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Donc, première slide que je vais vous montrer, c'est faire peut-être quelques constats, même si la Suisse n'est pas la meilleure, n'est pas le mieux placée pour parler, puisqu'elle n'est pas une puissance, encore une fois, de gouvernance mondiale. C'est quelque chose dans lequel on ne se retrouve pas obligatoirement. On ne prétend pas avoir la capacité politique, économique pour avoir participer de manière, disons, prépondérante à cette discussion. Néanmoins, je voudrais faire part quelques constats qui, d'ailleurs, réagissent à ce que Alan a dit et aussi l'ambassadeur Camacho précédemment. Le constat classique qui a d'ailleurs été fait par l'ambassadeur Camacho et aussi en partie avec toi, et sur lequel d'ailleurs on peut se retrouver en partie, c'est que l'ONU vit certaines difficultés, bien entendu. Ceci dit, quand on regarde un petit peu de manière générale les discussions qui se font sur le plan international, l'ONU reste un acteur clé en matière de paix et de sécurité, qu'on le veuille ou non, malgré les difficultés de fonctionnement du Conseil de sécurité, ça reste un acteur clé. Et si on regarde le Conseil de sécurité seulement, bien entendu, la Suisse d'ailleurs fait partie des États qui veulent le réformer pour le rendre plus représentatif, comme l'a mentionné l'ambassadeur. Nous estimons néanmoins que le système fonctionne mieux que par exemple pendant la guerre froide, où il ne fonctionnait pas du tout. Donc je ne dis pas que c'est formidable, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, il y a certaines difficultés, mais il faut quand même voir que de manière globale, l'évolution reste positive. En matière de réunions onusiennes, d'ailleurs à Genève, on constate qu'elles se multiplient, elles sont de plus en plus nombreuses, et ça veut donc dire que les États dialoguent et sur toutes sortes de sujets. Donc oui, il y a certaines crises, notamment au Conseil de sécurité, qu'il faudrait pouvoir juguler, et améliorer le fonctionnement du Conseil de sécurité, certainement une priorité aussi pour la Suisse à l'ONU, mais néanmoins, de manière globale, le système fonctionne toujours. Il a ses défauts, il faut essayer de les limiter, mais globalement, ça fonctionne. Ensuite, comme l'a dit aussi l'ambassadeur Camacho, et comme tu l'as aussi mentionné, Alan, qu'on le veuille ou non à la fin, et tu l'as mentionné à travers l'exemple du Canada, ce que nous faisons, quelles que soient les formes que prenne la coopération internationale, les États, ils défendent toujours leurs intérêts propres. Alors, ça peut prendre différentes formes. Bien sûr qu'il y a des nouveaux défis, comme les nouveaux acteurs, que tu as aussi mentionné, des acteurs non étatiques, comme des groupes comme Daesh, qui travaillent avec les moyens des médias sociaux, des choses qui sont effectivement difficiles à contrôler, et pour lesquelles le système international n'est pas vraiment adapté, il faut le dire. Néanmoins, à la fin, les décisions, quel que soit le groupe, que ce soit le G7, G8, G20, où les États se réunissent, finissent par défendre leurs intérêts. Et c'est donc l'équilibre de ces intérêts qui permet d'arriver à des décisions. Donc à la fin, les choses restent, comme l'a dit l'ambassadeur Camacho, relativement les mêmes. Et il y a aussi une tendance assez intéressante, même quand les groupes comme le G8 ou le G7 prennent des décisions, le G20 également, on l'a vu, le G20 tout particulièrement, et la Suisse est concernée, sur les questions financières. La nécessité d'avoir des échanges automatiques d'informations en matière fiscale pour éviter la fuite fiscale d'un pays à l'autre, notamment en Suisse. La Suisse a pris position, elle reconnaît ce système, elle a d'ailleurs paraphé il n'y a pas très longtemps un accord avec l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations, elle va le faire avec d'autres. Mais si on regarde la décision et l'historique de cette décision, elle a pris naissance au G20, il y a eu un très fort push à l'intérieur du G20, mais le G20 ne s'est pas contenté de prendre cette décision, les États membres du G20 ont senti la nécessité de faire adopter cette décision ou agréer cette décision au sein de l'OCDE. Donc à la fin, c'est quand même les méthodes traditionnelles ou les entités traditionnelles qui reprennent ces dossiers et les traitent en prenant des décisions qui sont représentatives, peut-être plus que le G20. Ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Je ne vais pas vous ennuyer avec des détails, mais si on prend par exemple aussi la négociation qui est critiquée par plusieurs ONG, y compris assez récemment dans les médias, de l'accord Trade in Services Agreement, qui est donc négocié par quelques États dont la Suisse fait partie à Genève. Cet accord est négocié par des États ad hoc, de manière ad hoc, mais à la fin, l'intention quand même est que ces différentes négociations aboutissent à un texte qui sera ensuite soumis là, à l'OMC, puisque c'est là où ces choses devraient se discuter in fine. Donc on sent quand même la nécessité de repasser par les instances traditionnelles, que ce soit l'ONU, l'OMC ou d'autres, ou l'OCDE, qui sont quand même, à la fin, plus représentatifs qu'un groupe d'États, même de 20. En définitive, c'est beaucoup plus acceptable pour les populations d'avoir une telle décision venant de l'ONU que d'un groupe limité. Je passe à la slide suivante pour ne pas prendre trop de temps. Je parlais de l'histoire suisse et de
de l'apport que la Suisse peut apporter, que ce soit dans le cadre du G20 ou dans d'autres instances en matière de bridge building. La Suisse a une histoire, déjà de par sa situation géographique, sa situation stratégique. Nous sommes vraiment au cœur des Alpes. Et en fait, pour aller de l'Est à l'Ouest en Europe, ou du Sud au Nord, vous devez d'une manière ou d'une autre passer par la Suisse. Et vous avez les Alpes qui sont évidemment difficilement franchissables. En franchissant un seul col dans un sens ou dans un autre, vous arrivez à traverser l'Europe. Donc c'est évidemment une zone stratégique fondamentale. Et la Suisse, dès le début, a dû s'adapter à cette situation pour éviter de se trouver envahie ou dominée par l'une ou l'autre puissance européenne. Donc elle a très rapidement mis en place, et j'allais dire, s'est adapté à l'environnement et a mis en place des systèmes d'adaptation. Je les ai mentionnés ici en deuxième, c'est l'expansionnisme militaire. C'était la première chose, c'est se dire, ben voilà, la meilleure défense c'est peut-être l'attaque, donc on va développer des capacités militaires importantes et on va s'imposer. Et on l'a fait au XIVe siècle, on a battu plusieurs fois les Habsbourg de manière assez retentissante et on a pu étendre le territoire de la Suisse et mieux le protéger. Ceci dit, ça n'a pas fonctionné sur le long terme, puisqu'en 1515 avec Marignan, notre politique d'expansionnisme s'est vue arrêtée par François Ier et les Vénitiens, puisque nous étions à l'époque alliés avec Milan. On a essayé de battre François Ier et les Vénitiens. Là, malheureusement, on a eu un coup d'arrêt à notre politique expansionniste. À partir de là, c'est, disons, 1515, la naissance du concept de neutralité, même si celui-là a été plutôt développé et formalisé au XIXe siècle. Mais enfin, là, on a eu un coup de semonce qui a été bien compris. L'autre moyen qui a été utilisé par la Suisse pour s'adapter à cet environnement et éviter de se faire envahir, ou en tout cas influencer de manière inacceptable pour nous, puisque la formation de la Suisse, il faut bien voir que c'est un mariage de raison. Les trois premiers cantons qui sont mis ensemble en 1291, 1291, ça dépend si vous êtes français ou suisse, se sont mis ensemble pour se défendre. Donc c'est pas un mariage d'amour, on ne s'est pas mis ensemble parce qu'on se trouve formidable et qu'on a envie de vivre ensemble. On l'a fait parce qu'on voulait se défendre et qu'ensemble on était plus fort pour se défendre. C'est quelque chose qui est assez proche, bon, là je vais un peu loin, hein, de ce qu'on a avec l'OTAN et l'article 5 de l'OTAN qui permet une défense commune. C'était un peu cette idée. Bon. Donc pour mettre tous ces gens ensemble qui sont quand même très différents, il a fallu trouver des mécanismes. Et pour assurer je le disais, et c'est l'expansionnisme, ça n'a pas très bien fonctionné. L'autre moyen qui a été utilisé, c'est le mercenariat. Donc, ce qui se passe, les Suisses, il faut dire que la Suisse était relativement pauvre, elle n'avait pas beaucoup de ressources au Moyen-Âge, et donc l'une des seules choses qu'elle avait, c'était ces soldats qui étaient... Comment? Les lances. Ah, vous connaissez bien. Bravo. Donc, c'était ces hommes, et d'ailleurs de fins guerriers réputés. Donc, on a eu d'ailleurs, je crois, jusqu'à un moment, 12% de la population masculine qui se battait sur les champs européens. On avait même un manque au XVIe siècle de main-d'œuvre pour travailler dans les champs. Mais ça, c'était une source de revenus et aussi un moyen de préserver sa souveraineté, parce qu'évidemment, les États voisins qui utilisaient cette manne en hommes n'avaient pas vraiment d'intérêt d'envahir la Suisse et d'en faire un terrain de combat. Elles préféraient plutôt la laisser tranquille pour qu'elle puisse lui fournir des hommes. Ça aussi, ça avait ses limites, puisque, comme je l'ai dit, on est un mariage de raison. Il y a des dissensions qui se sont créées au cours des années et des siècles. On a eu aussi des différences religieuses, puisqu'on avait, bien sûr, la religion protestante, la religion catholique qui commençait à avoir de grosses difficultés de cohabitation. Ce qui fait qu'avec ce mercenariat, certains travaillaient plutôt pour telle puissance, d'autres pour d'autres, plutôt catholiques et d'autres un peu moins. Ça créait des tensions fortes au sein de l'État. Donc il a fallu mettre fin à ce mercenariat, puisqu'on a eu jusqu'à la dernière guerre civile de nature religieuse, s'est produite en 1847 en Suisse. Donc elle n'a pas fait beaucoup de morts, mais enfin quand même, il y a eu des combats, et c'est vraiment en 1848, avec la Constitution suisse de 1848, qu'on a enfin ancré la neutralité dans la Constitution, et où on a aussi interdit le mercenariat pour éviter ces difficultés. Donc la naissance véritable de la Suisse moderne, c'est 1848, avec ces deux piliers, on va dire. Mais également la démocratie directe, qui est aussi un moyen de créer un ciment entre les peuples. Vous avez des peuples qui sont différents, de religions différentes. Peut-être seront-ils plus disposés à accepter les décisions étatiques si elles sont approuvées par eux-mêmes. Donc la démocratie directe a aussi un caractère de ciment. Le fédéralisme également a été développé pour permettre justement à chacun de garder ses spécificités. Par exemple, tout ce qui est éducation en Suisse est toujours complètement géré par les cantons, les différents cantons. Vous n'avez pas un ministère suisse de l'éducation, vous avez
26 ministres de l'éducation, qui se réunissent de temps en temps pour essayer de se coordonner, mais ça reste une compétence cantonale complète. Bref, on en arrive au XXe siècle, les conflits mondiaux. La neutralité suisse a été appliquée pendant ces deux conflits, ça nous a permis de rester évidemment en dehors des conflits. Ça n'a pas empêché des dissensions très fortes, notamment pendant la Première Guerre mondiale, entre la Suisse romande, qui parle plutôt français, et la Suisse alémanique, où là, une opposition claire avait été, plutôt des partis pris a été assez clair. La Suisse romande soutenant clairement la France, la Suisse alémanique soutenant clairement l'Allemagne. On a eu des grosses tensions. Et heureusement qu'on avait notre système de démocratie directe qui a permis de juguler un peu le phénomène. Et les tensions étaient vives. Deuxième Guerre mondiale, je vous passe les détails, mais bien entendu que c'est une période difficile. Vous savez les difficultés qu'on a eues ensuite, notamment dans les années 90. On a dû revisiter notre histoire de la Deuxième Guerre mondiale à fond, parce qu'on avait évidemment des choses à se reprocher. Nous avons fait un travail historique très approfondi sur plusieurs années. Des excuses ont évidemment été présentées pour le comportement des autorités suisses, en particulier à l'égard des réfugiés juifs, qui avaient été à partir de 1942 rejetés. C'était une période difficile, voilà, mais sur laquelle on a travaillé de manière très approfondie. Maintenant, toutes ces différentes expériences historiques nous ont amenés à développer certaines compétences, notamment en matière de vie en commun avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ont des religions différentes et des visions différentes. Ce sont des choses qu'on a mis à profit pour la communauté internationale. J'en viens à la construction de ponts, j'en viens aussi à notre soutien pour des négociations de paix spécifiques. Et maintenant, je voudrais vous en toucher un mot. Les valeurs ajoutées de la Suisse, justement pour permettre notre participation à des négociations internationales de paix, elles sont là, je vous les lis. La première, évidemment, je ne dirais pas la plus importante obligatoirement, mais évidemment importante, c'est l'absence de passé colonial. C'est quelque chose qui crée de fortes tensions avec un certain nombre de pays occidentaux encore maintenant. C'est vrai que la Suisse n'a pas ce passé colonial, ça facilite vraiment la vie quand on tente de trouver des solutions, d'apporter des idées consensuelles. Ensuite, la réputation d'intermédiaire honnête sans intérêt caché. Intermédiaire honnête, c'est une mauvaise traduction en anglais, honest broker. Voilà. Sans intérêt caché, mais on a des intérêts qui ne sont pas cachés, qui sont assez clairs. On n'en a pas tant que ça, mais on en a quelques-uns. Et un, c'est la Genève internationale. On tient très fort à la Genève internationale et on la défend très fortement à chaque occasion. Et on fait tout ce qu'on peut pour la développer parce que, selon nous, elle est un des facteurs qui permet justement le dialogue international.